All right. So, first of all, hats off to the winemakers and the chefs. The food and the drink has been amazing. And yeah, insects are going to take over the food system. Right now, we're going to take a little step away from the culinary element and talk about the bigger picture, about how insects are going to play a role beneficially disrupting our food system and our feed system and moving forward. So this might be beneficial to also have Nathan translate a little bit in between, so when I need that, I'll look over. But essentially, insects are more than a fun way to get your protein. They're more than protein bars or chips made with bugs. And that's something I have to clarify very frequently in the States. When I talk about the bug industry, people go, oh yeah, protein bar, and that's it. That is the thing that it's easiest for the media to write about. United Nations wants people to eat bugs. But there are other really incredible portions of the industry that are worth noting, such as insects for feed, insects for nutrient upcycling, insects for preserving and enhancing biodiversity, and the potential use of extractions in medicine, pharmaceutical, and cosmetics. Pour traduire brièvement, Ali parlait des différentes applications des insectes. On parle souvent des introductions parmi des produits alimentaires ou dans des produits alimentaires transformés, comme les barres énergétiques par exemple aux insectes. Mais il y a beaucoup d'autres applications, notamment aux États-Unis. On voit également cela un peu partout, au travers de la nutrition animale, par exemple, ou pour la valorisation des déchets organiques pour produire finalement quelque chose de qualitatif à partir de quelque chose qui était un déchet au départ. Ali a parlé également de l'extraction. Par exemple, on parle de l'extraction de chitine qui est présente au niveau, pour dire simplement, de la carapace de l'insecte qui peut avoir des applications, par exemple, dans les cosmétiques ou dans le pharmaceutique. Voilà, donc il y a finalement une multitude d'applications avec les insectes et on ne peut pas juste dire qu'on mange l'insecte, mais il y a vraiment beaucoup de potentiel et beaucoup d'autres choses que l'on peut faire avec. Thank you. So you heard a bit of this already, so we'll breeze through it, but 2 billion people in the world already eat bugs. That's not by accident. And one of the things that's important for us to remember when talking about the growth of the industry is to not pin it as a new health trend or as an apocalypse food. We talked about this a little bit yesterday, but just an asterisk is when articles or I in the past would say, yeah, this would be a great food to have in the case of emergency or an apocalypse. What you're saying is that a whole group of people's traditional cuisine is so disgusting that you would only consider eating it in the case of an apocalypse. So that's just a little note to avoid that narrative as we move forward. Ok. So, pour traduire brièvement, encore une fois, Ali expliquait qu'en fait, on parle souvent des insectes comme une alimentation en cas d'apocalypse, comme la dernière option, le dernier choix en cas de fin du monde. Mais c'est finalement négliger ce qui représente aujourd'hui l'alimentation de plus de 2 milliards de personnes dans le monde. Alors ce n'est pas forcément l'alimentation de tous les jours, mais ça fait partie de l'alimentation de beaucoup de personnes, et même ça fait partie de notre alimentation. Par exemple, dans plein de cas, le colorant alimentaire rouge est issu de la cochenille, qui est un insecte, et on en consomme de façon très régulière. Donc on ne peut pas juste considérer l'insecte comme la nourriture en cas de fin du monde. C'est quelque chose qui est déjà très présent et qui ne demande qu'à l'être encore plus. Thank you. So, as we mentioned, the industry is much broader than is immediately apparent. As Buggable, that mostly lives in events and Instagram, I'll focus a lot on insects for food. And that's, again, it's the most tangible. But the cooler portions of the industry, in my opinion, are insects as feed. You could put insects for pet food as either food or feed, insects from waste to value, and then insects for byproducts. So insects, this is kind of feedback looping, I think. One of them is. But insects are basically poised to disrupt several multi-billion-dollar industries. And that's something that not a lot of people are paying attention to today. Just yesterday in the news, Business Insider, which is a pretty good magazine in the US, released that the insects for food industry alone is going to be worth $8 billion in the coming years. And that was getting circulated around, and we're seeing more and more press come out about it.
I'll pause here. Donc, pour traduire brièvement de nouveau, les insectes approchent finalement des industries qui valent aujourd'hui des milliards de dollars. L'industrie alimentaire humaine, l'industrie alimentaire animale, l'industrie de valorisation des déchets et puis également toutes les extractions pour différentes applications cosmétiques, pharmaceutiques comme on en parlait. C'est quelque chose qui aujourd'hui reste peu utilisé parmi ces industries très présentes aujourd'hui, mais qui a un potentiel énorme. Et donc Ali mentionnait un rapport qui annonce par exemple des sommes très importantes, pour ne pas dire de chiffres. On entend énormément de chiffres là-dessus, mais le potentiel est très considérable. Je me permets d'ajouter que, par exemple, aujourd'hui, on connaît parmi les 2100 espèces comestibles rapportées par une université hollandaise, on n'en connaît que finalement 5-6 qu'on est capable d'élever, qu'on est vraiment capable de domestiquer et que l'on consomme aujourd'hui. Donc, ça vous donne une idée un petit peu du potentiel qui existe avec les insectes et toute leur diversité pour des utilisations alimentaires, mais autres également. Awesome. So this is something we've already been through, but the industry is growing. Here's why. It'll keep growing. Something else to bring up is, especially in the States, we're in a place where vegan, paleo, vegetarian, plant-based, those are all trending. And a lot of people ask, why insects, why not plant-based? There's a lot of reasons for that. Insects, one, can fit into plant-based. Insects can play a major role in lab-grown meat. And anything taken to big agricultural form has negative externalities that are not originally anticipated. So compared to almond or soy, insects are better or play a role in them. Essentially what I'm trying to say is that there's a lot of reasons that the industry is growing right now, and it will continue to grow. Media does a poor job of covering the entirety of this industry, but there is such a huge opportunity. And why now? The regulations are just changing. I know out here some regulations changed, and then this fall, pigs and chickens will be able to eat some insects as well. It is similar in the States where just this past February were fish and chickens allowed to eat black soldier fly larvae, which is crazy, but true. We have their solution to multiple issues. We have the evolution of the whole industry, and we have the evolution of education, communication, and the support of some celebrities. So this is just market demand. It's growing. These are some big milestones that have been hit, where in 2013, the FAO and the UN released their report. In 2016, Mark Cuban invests in Chirps on Shark Tank, which is a big show, lots of audiences. In February of 2019, good old company from France, broke the record for agritech in general. Same year, we had AFCO approval, which is our regulatory board for for insects in pet food. And very quickly, Mars, Nestle, which makes Purina, and a few others have started experimenting with insects, which is huge when you think about it. I don't know if that needs to be translated because it's up there too. So, go for it. Yeah? Yeah? Okay. Donc la slide d'avant sur le pourquoi les insectes maintenant, finalement il y a eu beaucoup d'évolutions très récentes, notamment au niveau réglementaire. Par exemple, ça peut paraître étonnant, mais l'autorisation d'utiliser les larves d'insectes pour nourrir les poissons et les crevettes d'élevage ne date que de 2017. En Europe, avant, c'était interdit. Donc les truites que vous avez consommées étaient nourries, par exemple, aux larves de mouches soldats noirs, et ces larves de mouches soldats noirs étaient élevées à Paris, pour vous donner une idée. Donc c'est quelque chose de très récent. Un autre point, c'est donc oui, l'évolution réglementaire, et également l'intérêt de grosses industries dans l'alimentation animale et l'alimentation humaine. On a entendu récemment parler de Cargill, vous connaissez certainement, qui travaille dans l'industrie alimentaire, qui s'est fortement intéressé à la chose. Et comme le montrait Ali dans la slide précédente, on vient de voir Nestlé qui, de façon pas très officielle, travaille sur l'utilisation des insectes pour l'alimentation des animaux domestiques, via sa marque Purina, par exemple. Donc c'est quelque chose qui vraiment entre dans l'industrie d'aujourd'hui et dans des industries multimillionnaires aujourd'hui. Yep. And where we're at today in America is that insects are passing the airplane test. A lot of people know about the movement. It's largely
in the coastal regions, so think LA, New York, but then also in the Midwest where you have large farms. So think Montana and Minnesota. Armstrong is down in Missouri, and then we have some farms in Georgia. The most popular brands are the ones that were on TV shows. So Chipotle and Chirps were on Shark Tank. Exo was one of the bigger protein bars. It got acquired by a farm called Aspire, which is our second biggest cricket farm in North America. So we're now at a point where we're exiting a period of about 10 years of development and trying to enter commercialization. I think this is pretty much the case across the globe, but especially in America. And now we're going to face these challenges where it's very different to scale a farm from producing 100 pounds a week to 100 tons a week. And that's where we're needing the venture capital. Donc, comme on en parlait, dans les 10 dernières années, il y a eu beaucoup de changements et on vient, je dirais, de passer d'une échelle de start-up qui produisait à l'échelle de 50 kilos par mois, qui passe aujourd'hui à des tonnes et qui peuvent aller vers des marchés bien différents. On était au départ sur des marchés uniquement de quelques produits vendus en ligne. Maintenant, on est sur des produits qu'on le retrouve au supermarché. Alors, c'est un phénomène qui se passe partout dans le monde. On n'en retrouve pas partout. Il y a l'aspect réglementaire qui est une barrière pour que cela vraiment arrive aussi vite que beaucoup d'industriels le voudraient. Mais on est vraiment à un tournant de l'industrie avec des produits qui se démocratisent, avec des productions qui montent en charge, on va dire, et des quantités qui peuvent finalement maintenant toucher ou rivaliser, on pourrait dire, avec l'industrie alimentaire humaine et animale classique. N'hésitez pas à lever les bras si vous avez des questions. Don't know what you said, but I probably agree. If you have questions, they can raise their hand. Okay. So at this stage, we typically see a couple of things happen. Right now, more than ever, we need collaboration, communication, more research. We also need the support of trade organizations like NASIA in America and AFIA out here, or IPIF in Europe. Just a couple other fun things. Part of the reason for the growth, big companies getting involved, big celebrities eating bugs too. Kanye West celebrated his dad beating cancer by eating bugs. And here's a little slideshow of other people eating bugs. Zac Efron, Angelina Jolie, Justin Timberlake had an album. Got Bill Nye, we got Mark Cuban. Along with the industry advancing, we really want the attitude of consumers to change from thinking the insects are scary to thinking that they're just normal. And we need to be very careful to not pigeonhole them as an exotic food or as a novelty food or as something that only people in other countries do. We want to normalize them. And so events like this are perfect gateways into that. I'm going to pause again. Sorry, that was a long one. Thank you. Donc, comme Ali le disait, l'attitude des consommateurs est vraiment en train de changer et des événements comme celui-ci permettent d'éduquer finalement les gens à tester ou à essayer les insectes comme un aliment qui peut être un aliment de tous les jours, comme et le sera encore d'ailleurs le poulet ou d'autres sources de protéines animales. Elle montrait également quelques célébrités qui récemment se sont mis à montrer le fait qu'ils eux aussi essayaient et étaient prêts à consommer des insectes. Angelina Jolie au Cambodge, qui même d'ailleurs dit qu'elle nourrit ses enfants avec des grillons, enfin bon, plein de choses très intéressantes, qui mettent en avant le fait que oui, on peut le considérer et ça vaut le coup de regarder. Vous avez entendu parler avant des arômes spécifiques des insectes que l'on pourrait associer aux arômes spécifiques des vins, par exemple. Donc il y a tout un monde nouveau qui s'ouvre avec beaucoup de potentiel et beaucoup de choses encore à découvrir. Perfect. I'm going to skip through that. All right. So the big question in a lot of folks' minds are insects, going to become a regular snack food? They'll either be snack foods or they will be substituted into common dishes and used by the common person while cooking. Like the shell for the salad we had today. That was awesome. It really comes down to presentation for the consumer attitude. We want to have very normal, everyday packaging. We want chips that people can just snack on. Maybe someday we'll have a spoonful of mealworms, but not very soon. Or even just like donut toppings. I think that's a really fun and easy way. Or froyo toppings. I don't know if froyo is big out here, but it's certainly big in California.
But we just need to find really simple, easy ways to integrate insects in very normally, and so that they can become habitual and just very normalized. And we'll skip over that. So we want to talk about the opportunity also. A lot of the work that I'm doing right now is working with other companies or institutions and learning centers. And the thing that I want folks to leave with is, what can I do and why should I do it? I think that there's a ton of opportunity for chefs to push the cutting edge of the culinary world by exploring all these new ingredients and being innovative with something that's sustainable and different tasting. For learning centers, or really any centers, it's a chance to use their buying power and be corporately, socially responsible with that. And then for a lot of other folks too, food brings people together. So when these practices are being taken, they're being sustainable, of course, but they're also being inclusive to other cultures and other ways of thinking, and that's super important. Donc les insectes permettent aussi d'ouvrir finalement les centres de formation, notamment les écoles de cuisine, à de nouvelles opportunités en ouvrant vers de nouvelles choses avec les insectes. Je me permets de mentionner un événement qu'on a organisé avec l'école du Cordon Bleu, qui est une école de cuisine française qui était à Bangkok et qui souhaiterait intégrer finalement les insectes à ses prochains cursus comme un nouvel ingrédient à travailler, qui présente des nouvelles textures, qui présente des nouvelles saveurs, comme on en parlait. Donc, c'est aussi de ce point de vue-là quelque chose de très éducatif qui permet d'ouvrir vers d'autres portes. So, we know that it's important to move the industry forward. There are some challenges. I know we're running low on time, so I'm just going to say most of it comes down to collaboration. Our industry is too new and too young to be as closed door as we are. Thank you, awesome. So it's going to be really important for us to collaborate more with chefs in the culinary world and visible humans, yes, but also with universities and research centers, because the biggest hurdles that we're facing right now is that a lot of companies have done the same research and not shared it with each other. A lot of companies can't afford research and are not working together to try to get that research funded. A lot of farming techniques that are being used in Asia or other parts of the world have not been communicated to America. And a lot of these things can be solved more collaboratively together. So that's why it will be important for us to use either our trade groups or use our academic platforms to foster that. Donc Ali mettait en avant vraiment le point collaboration qui est vraiment nécessaire sur l'industrie des insectes, puisque c'est vraiment nouveau et elle fait face et elle souhaite finalement s'intégrer auprès d'industries qui sont présentes depuis des dizaines d'années, l'industrie agroalimentaire traditionnelle, l'industrie de l'alimentation des animaux par exemple. Donc d'un point de vue scientifique, c'est très important pour pas que des recherches soient dupliquées et soient inutiles, que l'on puisse vraiment toujours avancer. D'un point de vue réglementaire également, en Europe, on est par exemple sur une vraie phase de transition sur l'autorisation des insectes pour l'alimentation humaine, avec chaque pays européen qui aujourd'hui est un petit peu libre, jusqu'à ce qu'on arrive à une étape d'harmonisation qui va arriver dans les prochains mois. Donc on est vraiment au cœur de la chose. Au niveau des sciences vétérinaires également, aujourd'hui il y a tout un domaine de compétences à développer. Ce sont des vétérinaires qui vont aujourd'hui contrôler les élevages de poulets, les élevages aquacoles. Est-ce qu'un vétérinaire est capable finalement de contrôler un élevage de grillons ? Est-ce que ce serait mieux que ce soit un entomologiste ou est-ce qu'il y a une compétence à créer entre les deux ? C'est quelque chose de complètement nouveau finalement. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire de ce point de vue-là. Et donc vous êtes invités ce soir, comme vous le voyez sur le premier point, pour être des cobayes de notre étude de la consommation d'insectes à long terme. Donc dites-nous si vous allez bien après. Voilà. And I think that's about it on this end, but we're going to toss it over to Afia. I just want to end with moments like these and like collaborations like this are what get important things started. So I am again super grateful that Afia and the Institute of Insect Research, Biology Research is collaborating. I referenced it as if it was there, but it's here. So these are the things that really do move the industry forward. And I think it's really rare that you have an opportunity to impact a new industry in the way that we are. So everyone that is eating a bug is literally doing their part to change the world, and I'm super grateful and excited for that. Merci Ali, et je vais simplement dire quelques mots sur
l'association que je coordonne, comme cela a été dit, en Asie du Sud-Est, qui s'appelle l'AFIA, qui correspond à Asian Food and Feed Insect Association, association des producteurs d'insectes pour l'alimentation humaine et animale. Alors, j'ai choisi ces deux images tout simplement parce qu'aujourd'hui, comme je le disais, on connaît très peu d'insectes qui sont élevés et utilisés pour ces deux industries. Sur la gauche, vous retrouvez les larves de mouches soldats noirs, ce qui a servi à nourrir les truites que vous venez de manger, pas les mêmes. Et puis sur la droite, vous retrouvez des grillons qui sont en train de se désaltérer dans une ferme très traditionnelle, dans un modèle très basique en Thaïlande. Donc dans une assiette avec quelques cailloux pour qu'ils puissent se déplacer et se désaltérer en même temps. Donc tout simplement l'association qui regroupe des industries, des chercheurs, des consultants sur l'Asie du Sud-Est parmi une dizaine de pays et qui travaillent tous autour de ce sujet avec des applications diverses et variées. Par exemple, en Malaisie, nous avons l'entreprise Veolia qui travaille sur la bioconversion des déchets via la larve de mouche soldat noir. Leur objectif principal, c'est vraiment de traiter les déchets organiques. D'autres entreprises ont pour objectif principal de faire de la poudre très nutritive pour l'élevage de crevettes à pattes blanches. On a vraiment des applications très différentes, mais ils sont tous autour des mêmes espèces d'insectes avec des fonctionnalités qui sont nouvelles, qui sont plus mises en avant aujourd'hui, le food et le feed. Est-ce que c'est tout? Non, comme je le disais, il y a un gros potentiel. Il y a également un potentiel géographique. On parle d'AOC dans le vin, on parlera peut-être d'AOC dans les insectes très bientôt. Si on regarde la carte de la Thaïlande, c'est très clair. Chaque région a sa spécificité en termes d'insectes, en termes de recettes, en termes de pratiques culinaires. Dans le sud, on trouve des vers de palmier, par exemple, qui sont consommés frits tout simplement, ou qui peuvent être également broyés et mélangés à d'autres recettes. Dans le nord et dans le nord-est, on retrouve beaucoup de grillons, donc il y a une vraie diversité à ce niveau-là également. Et donc comme je le mentionnais, l'université hollandaise de Wageningen a fait un rapport sur toutes les espèces qui sont aujourd'hui comestibles, qui pourraient devenir des insectes qu'on retrouvera dans nos assiettes demain, mais il y a de nombreuses étapes à franchir pour que cela arrive. Deux vidéos. Alors vous recevrez toutes les présentations de ce soir par email. Vous pourrez cliquer sur les liens et vous verrez ici différentes applications pour le traitement des biodéchets ou pour la nutrition animale par exemple. Et donc Ali en parlait, la collaboration est importante. Je parlais ici de l'AFIA, nous sommes en Asie du Sud-Est. Ce que vous voyez en haut à droite, c'est l'IPIF, qui correspond à International Platform for Insect as Food and Feed. C'est une association finalement européenne qui rassemble des industries en Europe sur ce secteur, basée à Bruxelles. NACIA, North American Coalition for Insect Agriculture, qui correspond à l'association américaine de ces acteurs. Et récemment, on a vu émerger l'IPA, Insect Protein Association of Australia, qui rassemble différents acteurs sur ce secteur en Australie. Alors, toutes ces associations sont relativement nouvelles, mais on essaie de travailler sur des sujets qui sont communs. La réglementation en est un, mais par exemple, le bien-être animal. Vous pouvez vous demander, est-ce que les larves sont bien traitées? Oui. Et c'est tout, je vous remercie.